puisqu'il s'agit de savoir si on peut encore être bonapartiste dans la France contemporaine. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais commencer dans une première partie par brosser un petit peu ce qu'est en quelque sorte le bonapartisme, donc l'histoire et l'héritage surtout de nos empereurs qui forgent ce bonapartisme, le bonapartisme comme tradition politique, comment il a été analysé, est-ce un fascisme, est-ce un extrême-gauchisme, un extrême-droitisme, est-ce un trumpisme, est-ce un gaullisme. Et enfin, la deuxième partie sera de réinventer le bonapartisme aujourd'hui, donc un état des lieux sur la France depuis 1870, et le bonapartisme au XXIe siècle, avec comme projet éventuellement de proposer un petit schéma de plan d'action bonapartiste aujourd'hui. Donc, pour commencer, je voudrais saluer la présence de mes camarades de l'Appel au Peuple, qui est le parti bonapartiste. Si vous vous demandiez s'il en existe un, il en existe même plusieurs, mais je vais vous les décrire. Et mes camarades de l'Appel au Peuple qui sont là, alors moi je suis, pour que vous soyez parfaitement au courant, je suis membre de l'Appel au Peuple. Je ne suis pas membre du bureau politique, je ne suis pas président d'honneur, je suis un humble membre de l'Appel au Peuple, pour que vous sachiez qui parle. Donc moi je suis Joachim Murat, donc je suis le descendant direct et futur chef de famille de la maison Murat. Alors Murat, c'était le maréchal, dont j'imagine la rumeur vous est parvenue, et qui a épousé Caroline Bonaparte, et qui a été roi de Naples, grand-duc de Mercade Clem, et dont la descendance ensuite a beaucoup œuvré au bonapartisme et est très largement intervenu dans l'élection de Napoléon III, puis ensuite dans les comités bonapartistes qui ont suivi la chute du Second Empire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à aujourd'hui en fait. Avec mes petits camarades. Alors, le bonapartisme, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça n'est pas un folklore. Le bonapartisme en tant que tel, c'est pas un folklore historique, c'est une vraie philosophie politique qui est ancrée, à mon sens, et vous allez le voir au sens de pas mal de politologues, dans l'ADN des Français. Donc, c'est de Napoléon Ier à De Gaulle, évidemment, c'est immédiatement à ça qu'on pense. C'est une forme de synthèse entre tradition et modernité. C'est un petit peu ça l'idée du bonapartisme. Ordre et mouvement, autorité, souveraineté populaire. Donc c'est un petit peu cette vague qui rappelle beaucoup le gaullisme, qui rappelle un petit peu le boulangisme pour certains. Et donc au XXIe siècle, face à une crise de légitimité démocratique absolument aveuglante, une défiance envers les élites, ce qui est parfaitement dommage. On a besoin d'élites, mais je peux comprendre qu'on s'en méfie aujourd'hui. Et un sentiment de déclin national, revisiter cet héritage me paraît plutôt assez positif. Alors, qu'est-ce que le bonapartisme? Alors d'abord, rappelons quel est l'héritage des deux Bonaparte, Napoléon Ier et Napoléon III. Donc alors, Napoléon Ier devient consul, puis premier consul, puis consul à vie, puis empereur. Alors il arrive au pouvoir en 1799, et en 5 ans, il va mettre en place les fameuses masses de granit. Alors là, vous allez voir, vous êtes tous certainement au courant des masses de granit, mais je vais vous les redétailler. Vous allez voir, c'est assez vertigineux, puisque le premier consul en 5 ans, alors qu'il a hérité d'un pays qui est en état de guerre civile, qui est attaqué à toutes ses frontières et qui est complètement ruiné, en 5 ans, il va donc délivrer le Code Napoléon, devenu Code civil, l'organisation territoriale simplifiée en départements, arrondissements, cantons et municipalités. Depuis, on s'est acharné à la recomplexifier à des fins strictement électorales. Le corps des préfets qui aujourd'hui est très largement attaqué d'ailleurs, la Banque de France, le franc germinal, la Bourse de Paris, c'est Napoléon, les cours des comptes, le Conseil d'État, le Sénat, la Cour de cassation, les cours d'appel, c'est Napoléon Ier, le Conseil des prud'hommes, c'est Napoléon Ier, on l'oublie, les chambres de commerce, le Code de commerce, le cadastre, le code pénal et le code de procédure pénale, la police nationale, c'est Napoléon Ier, enfin c'est Napoléon Ier consul, la préfecture de police de Paris et les préfectures maritimes, c'est Napoléon également, le corps des pompiers de Paris, à qui on doit tant, la Légion d'honneur évidemment, l'ordre des palmes académiques, la création des lycées et la recréation des universités, c'était également Napoléon, la création des rectorats et des académies, c'est Napoléon, la création du baccalauréat, tous dû passer par là, ça c'est un héritage napoléonien. Saint-Cyr, le corps des ponts et chaussées, le corps des mines, l'inspection générale des finances. Ça c'est un héritage dont on aurait pu se passer, mais absolument indispensable pour régner. L'organisation des études de médecine, de pharmacie et de vétérinaire, l'internat des hôpitaux, les archives nationales, les caisses de retraite par répartition pour les fonctionnaires, déjà sous le consulat, c'est quand même incroyable, le concordat avec les catholiques, l'organisation du culte protestant et du culte juif,
la numérotation des rues, l'enterrement 6 pieds sous terre, ça vous le connaissez, la collecte des déchets, la boîte de conserve, le sucre de betterave, la conduite à droite et la baguette de pain. Tout ça, ça s'est fait sous le règne du premier consul, du consul à vie, et de Napoléon Ier. Alors, quand on voit autant de réalisations en si peu de temps, parce qu'en fait, en réalité, il l'a fait en 5 ans, on s'étonne de dire, bon, très bien, mais là, il y a dû y avoir un matraquage fiscal sur la population. Il a d'ailleurs créé la Direction générale des impôts. Alors, la pression fiscale était de 10 à 13% pendant tout le Premier Empire. Pour comparaison, elle est du PIB, hein, donc pour comparaison, elle est aujourd'hui de 46 à 47%. Alors, comparaison n'est pas raison, hein. On n'avait pas le même système de répartition, on n'avait pas le même système de redistribution, c'était pas aussi profond que ça. Enfin, tout de même, ça... Alors, bien sûr, son plus grand legs, et ça, c'est un legs très important du bonapartisme, c'est la réconciliation nationale. C'est un pays, la France, en 1799, qui se déteste. Les Français s'entretuent, les Français s'entredéchirent. On a eu les colonnes infernales en Vendée, on a des guerres à peu près à toutes devant la loi. Alors la réconciliation nationale, ça c'est absolument fondamental. C'est quelque chose qui va marquer Napoléon Ier et Napoléon III. C'est un vrai marqueur bonapartiste. L'égalité de tous devant la loi, donc son code civil, vous savez, bon, ça paraît à peu près tout à fait trivial et évident aujourd'hui. Il s'avère qu'à l'époque, l'égalité de tous devant la loi, c'était une grande première. C'était la première fois au monde. D'ailleurs, c'était même tellement révolutionnaire que c'est évidemment un acquis de la Révolution et des valeurs des Lumières. C'est pas une invention de Napoléon Bonaparte. Napoléon va graver dans le marbre et va exporter dans le monde entier les valeurs des Lumières, notamment l'égalité de tous. C'est plus un égalitariste qu'un libertarien, Napoléon. Hein. Donc il est plus sur l'égalité que sur la liberté. C'est de façon certaine, il va répandre son code civil dans 70 pays. Vous avez 70 pays dans le monde qui sont basés sur le code civil français. C'est incroyable. La Chine appelait la France, je ne sais pas comment, mais depuis Napoléon, il l'appelle Faguo, ce qui veut dire le pays de la loi, le pays du droit. Tout le système juridique chinois est calqué sur le modèle, la structure du droit français. Pas le contenu, hein, ils n'ont pas pris les mêmes articles, mais la logique est la logique du droit français. Donc ça c'est vrai dans 70 pays dans le monde. Alors lui, Napoléon Bonaparte, donc son neveu, qui va devenir le futur Napoléon III, lui il est élu président de la République au suffrage universel masculin direct, c'est le premier président de la République de l'histoire de France. Il est élu avec 75% des suffrages. À nouveau, réconciliation nationale. Pour mémoire, donc en 48, on sort d'une révolution, on a basculé d'une France qui était une monarchie sous Louis-Philippe, où Louis-Philippe était roi des Français, et on arrive à une république, la deuxième république, où là on veut un président, on va mettre en place un président, et ce président, ça va être Louis-Napoléon Bonaparte. Il va être élu avec 75% des suffrages qui ferait rêver n'importe quel président aujourd'hui. Il devient empereur après un coup d'État, ça c'est une petite particularité du bonapartisme éventuellement, en 1851, et en 1852, il rétablit l'Empire avec un plébiscite de 92%. Alors, je vous annonce tout de suite que des centaines d'historiens ont fait tout ce qu'ils ont pu pour prouver que les élections étaient truquées, que tout était... Eh ben non, donc absolument rien n'était truqué. En revanche, c'était fait au suffrage universel direct, mais strictement masculin. Le droit de vote aux femmes ne sera accordé qu'après la Seconde Guerre mondiale. La vision politique de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, est assez simple, en fait. C'est la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. Donc ça devrait nous parler à tous, hein, puisque c'est que mettre les oligarques au service du plus grand intérêt commun. C'est un petit peu ça l'objectif de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors il va l'appliquer, et il va y parvenir, puisqu'il va inaugurer la plus grande période de prospérité économique de toute l'histoire de France. Donc sous Napoléon III, en 18 ans, on va doubler le PIB national. On va tripler le domaine outre-mer. Le territoire français représente 10% de la surface des terres émergées sous Napoléon III. C'est colossal. Les lignes télégraphiques vont augmenter de 700%, la construction des routes de 100%, évidemment le réseau ferroviaire, vous savez, on passe de 2000 à près de 18 000 km de voies ferrées. C'est bien sûr la révolution industrielle qui est accélérée, accompagnée et augmentée. Vaste politique d'urbanisation. Alors vous connaissez bien sûr le Paris haussmannien, hein, on est en plein dedans, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Biarritz, Vichy, les Landes, la Corse, Dakar, Hanoï, Alger, enfin il va le faire un petit peu partout. Rattachement de Nice et de la Savoie à la France, ne l'oublions pas, c'est tout de même Napoléon III. Une augmentation sans précédent de la production agricole puisqu'elle a augmenté de 60%, et une augmentation de la production industrielle qui augmente de 73% par rapport au régime précédent. Hein. Les exportations, elles augmentent de
164%, sachant qu'aujourd'hui on est sur un déficit commercial, c'est-à-dire une baisse des exportations de près de 200 milliards par an, c'est un petit peu embêtant. Une augmentation du budget de l'instruction publique de 103%, l'accès des filles à l'instruction publique, ça c'est Napoléon III, l'école publique gratuite pour les enfants, c'est Napoléon III et Victor Duruy. Jules Ferry ensuite va continuer à l'appliquer, mais c'est une invention de Napoléon III. L'indépendance des universités, la création de l'école pratique des hautes études, la création des rectorats académiques, 153% d'augmentation pour l'assistance publique et les enfants assistés, l'apparition du droit de grève, l'apparition des syndicats, la création de l'inspection du travail, des caisses de retraite, de l'assurance maladie, des premières mutuelles, l'institution du dimanche comme jour férié, c'est Napoléon III. Rendez-vous compte que si le dimanche, les Français n'allaient plus travailler, c'était grâce à Napoléon III, c'est quand même assez incroyable. La première semaine de congé payé pour les fonctionnaires à nouveau, l'assistance juridique et médicale gratuite pour les plus pauvres, et la fondation de la Croix-Rouge, là, il a simplement laissé la Croix-Rouge se fonder, il n'est pas intervenu directement. Avec une pression fiscale de 9%. Vous vous rendez compte? La mise en place de ce qui est l'ancêtre de la totalité de nos services publics et de la totalité de notre système social, de la totalité de cet État-providence français qui existait, en intention et parfois en réalisation dans l'Ancien Régime, puisqu'il y avait de grandes œuvres qui étaient portées notamment par l'Église et portées par les communes. Mais là, il va l'institutionnaliser au niveau national, ça va devenir étatique, avec 9% de pression fiscale. Alors le secteur bancaire explose, c'est la création du CIC, du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, de la Société Marseillaise de Crédit, et de l'ancêtre de la BNP Paribas, et tout ça avec un soutien populaire absolument massif, puisqu'en 18 ans, il va faire 5 référendums, et que ces 5 référendums sont très largement remportés, toujours avec des résultats entre 75 et 90%. Avant sa chute, Napoléon III voulait accorder le droit de vote aux femmes et abolir la peine de mort. On peut difficilement faire plus progressiste et plus avant-gardiste que Napoléon III. Alors évidemment, tout commence par un coup d'État, tout finit par une défaite épouvantable à Sedan, donc bien sûr, c'est normal qu'on réduise l'héritage de Napoléon en le faisant oublier à ces deux événements. Mais ça demanderait d'autres développements autour de Napoléon III. C'est un choix d'un régime d'en déstabiliser un autre. Bon, c'est comme ça. En tout cas, 2 constats immédiats, 3 en tous les cas en ce qui concerne l'action politique bonapartiste des Napoléons. C'est la reconstruction de l'État en très peu de temps. Tous les deux, en très peu de temps, on reconstruit un État qui était dans un état effectivement désastreux. C'est la réconciliation nationale à chaque fois et une politique de l'action. C'est une politique pragmatique. Parce que le bonapartisme n'a pas de doctrine. C'est une particularité de ce courant, comme le gaullisme n'a pas de doctrine, le bonapartisme n'a pas de doctrine. Il a des incarnations. Alors le terme bonapartiste, d'ailleurs, n'apparaît qu'en 1830, jamais sous Napoléon Ier on a parlé de bonapartisme. L'historien René Raymond, le place à droite, vous savez, la fameuse distinction des 3 droites, légitimiste, orléaniste, bonapartiste, et l'historien, lui, Gilles Candard, le place à gauche. Centre-gauche. En fait, personne n'est tout à fait d'accord. Alors le bonapartisme naît évidemment de l'héritage politique de Napoléon Ier, popularisé par le Mémorial de Sainte-Hélène en 1823, et puis structuré par Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, puisqu'il va rédiger les idées napoléoniennes en 1839. Alors, il s'y affirme, lui, le futur Napoléon III, comme le partisan d'un empire libéral avec séparation des pouvoirs et prépondérance de l'exécutif, mais avec des droits du Parlement qui sont garantis. Alors, dans son ouvrage « L'extinction du paupérisme » en 1944, le futur Napoléon III s'affirme libéral, socialiste, et partisan de l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans du « en même temps » chimiquement pur. Mais c'est un « en même temps » qui n'est pas un slogan. C'est un « en même temps » qui va mettre en place, qui va fonctionner et qui va rendre la France extraordinairement prospère. C'est pas paradisiaque, mais c'est excellent. Alors, comme le dit le futur Napoléon III à propos du parti bonapartiste, à l'époque on appelait ça le parti napoléonien, on vous demandera où est le parti napoléonien. Le parti n'est nulle part, mais la cause est partout. Donc, une fois le Second Empire installé, il va même ajouter « Je suis socialiste, l'impératrice est légitimiste, Morny est orléaniste, il n'y a que Persigny qui soit bonapartiste, mais il est fou. » Néanmoins, un parti bonapartiste va se former, c'est le comité napoléonien, qui va être officiellement formé pour les élections de 1888. Et là, sous le Second Empire et la Restauration, ça va être à nouveau cette réconciliation nationale, puisque l'électorat de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, réunit les ouvriers, les paysans, les bourgeois, les aristocrates, toute la France. Donc il va avoir un soutien national absolument étonnant. À la chute du Second Empire, le parti bonapartiste va être évidemment incarné par son fils, le prince impérial, et malheureusement à la mort du prince impérial, ce parti va se diviser en deux. Vous allez avoir un courant des rouges, un courant des bleus. Bon, enfin, en fait, la réalité, c'est qu'à la disparition de l'héritier direct de l'Empire, donc du prince impérial, une large partie de l'électorat bonapartiste s'est dissous, dans le radical-socialisme pour la composante ouvrière et paysanne, et dans la droite conservatrice pour la composante bourgeoise. Mais néanmoins, il reste quand même un parti bonapartiste qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, est dynastique,
et vise le retour sur le trône impérial du prince Napoléon, qui là est le cousin de Napoléon III. C'est plus un napoléonisme qu'un bonapartiste d'ailleurs. Alors dès le début du XXe siècle, la dimension dynastique du bonapartisme s'estompe pour finalement disparaître, puisque le prince Victor Napoléon va se rallier progressivement à l'idée d'une république présidentielle, dont le chef de l'État serait élu au suffrage universel, et c'est là que s'ancre le bonapartisme d'essence républicaine. Alors, il se rallie à l'Union sacrée de Clémenceau pendant la Grande Guerre. Il y aura des comités plébiscitaires qui vont remporter beaucoup de succès. L'année 1919, ils auront jusqu'à 20 députés, dont évidemment le Paul de Cassagnac, pour ceux qui s'intéressent à cette histoire, le prince Murat, mon arrière-grand-père, etc., puisque ces 20 députés de la Chambre Bleu Horizon, donc des vétérans de la Première Guerre mondiale, bonapartistes. Le mouvement va changer plusieurs fois de nom, comité, mais finalement, ça va se stabiliser, ça va s'appeler l'Appel au peuple. Alors, l'Appel au peuple est dissous en 1940 par le prince Louis-Napoléon. Alors pourquoi est-ce que le prince Louis-Napoléon dissout l'appel au peuple? C'est pour qu'il ne soit pas instrumentalisé par les nazis pendant l'occupation. Donc ça va être dissous. Néanmoins, le mouvement va survivre en Corse et dans le sud-ouest de la France, puisqu'alors en Corse, on a le comité central bonapartiste, et il aura notamment à Ajaccio, c'est une force municipale très forte, puisqu'il aura des élus au Parlement français jusque dans les années 1990, et en 1977, le maire d'Ajaccio, Charles Ornano, est élu sous étiquette bonapartiste. Dans le sud-ouest, c'est-à-dire dans le Lot, le Gers, la Dordogne et les Landes, il y a des séries d'élus bonapartistes à la mairie, au conseil départemental et au Parlement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors depuis la mort du prince Louis-Napoléon en 97, donc 1997, donc le grand-père de l'actuel prince Napoléon, celui qui avait dissous le parti bonapartiste en 1940. Le mouvement a été ressuscité brièvement en 1990 avec le Rassemblement bonapartiste, puis en 2000 avec la naissance de France bonapartiste, sous l'impulsion de Thierry Chauffat, et finalement il a été réveillé en 2021. Le parti de l'Appel au peuple est refondé. C'est un parti bonapartiste républicain, non dynastique, dirigé par David Saforcada, et il est partisan d'une république souveraine et plébiscitaire. Donc c'était d'abord une force dynastique, elle s'est muée en mouvance républicaine qui valorise l'autorité présidentielle, évidemment, le progrès social, le refus des extrêmes, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif quand on voit les attaques qui viennent un peu de toutes parts sur le mouvement bonapartiste, tout en restant évidemment ancré dans un imaginaire historique très puissant. Alors, plusieurs points. Est-ce que le bonapartisme est un monarchisme? Comment est-ce qu'on fait du bonapartisme sans famille Bonaparte? Alors Napoléon Ier n'est pas monarchiste. Ça, c'est une chose qui peut paraître aussi un peu contre-intuitive, mais tous les historiens sont absolument d'accord là-dessus. Il n'est absolument pas monarchiste, il est révolutionnaire. Il n'y a qu'une chose qu'il n'aime pas dans la révolution, c'est le chaos. En revanche, qu'il aime, c'est l'ordre et le mérite, c'est-à-dire l'égalité et l'ordre. Donc il est jacobin et militariste, et il va donc forger un état de droit, où l'égalité de la loi devant la loi prime. Il va remplacer les privilèges héréditaires par une aristocratie du talent. La constitution de l'an 12, d'ailleurs, de 1804, qui institue l'Empire, est très claire là-dessus. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Donc on est toujours en République sous l'Empire, je sais que ça paraît un peu bizarre. Alors Napoléon III prolonge cet héritage dans les idées napoléoniennes, qu'il va écrire en 1839. L'Empire est constitutionnellement une république, il substitue aux aristocraties anciennes une hiérarchie méritocratique garantissant l'égalité, récompensant le mérite et protégeant l'ordre. Donc ça se décline en fait en deux versants. Vous avez un bonapartisme dynastique, qui n'existe plus tellement, c'est donc un empire, restaurer un trône impérial dirigé par un Bonaparte, et le bonapartisme républicain, donc plébiscitarisme centré sur un exécutif fort, légitimé par le peuple. Alors comme le souligne Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, pour les bonapartistes, l'hérédité n'est qu'une simple indication du destin. C'est la souveraineté populaire qui fonde l'autorité de l'empereur, représentant de la nation responsable devant elle. Et Napoléon III, le 23 janvier 1853, va même jusqu'à dire « Ce n'est pas en vieillissant son blason et en cherchant à s'introduire à tout prix dans la famille des rois qu'on se fait accepter. C'est plutôt en se souvenant toujours de ses origines et en prenant franchement vis-à-vis de l'Europe la position de parvenu. Titre glorieux lorsqu'on y parvient par le libre suffrage d'un grand peuple. Donc, évidemment, le bonapartisme transcende la monarchie héréditaire, il incarne une forme de modèle politique un peu hybride, où l'adhésion populaire et la fusion des élites priment absolument devant le service de l'intérêt général. Alors pour ceux qui sont des bonapartistes dynastiques, là on a une chance folle, les bonapartistes dynastiques par rapport aux royalistes, c'est qu'il n'y a pas de querelle de succession. Pour les bonapartistes et les napoléoniens, il y a un seul prétendant, à l'heure actuelle, c'est le prince Jean-Christophe Napoléon. Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, prince Napoléon, chef de la famille impériale, il est le seul prétendant légitime au trône impérial. On n'a pas de querelle entre plusieurs prétendants. Donc ça facilite beaucoup la donne. Il a un autre avantage massif, l'actuel prince Napoléon, en dehors du fait qu'il est
particulièrement brillant, puisqu'il est diplômé d'HEC et d'Harvard. Il est extraordinairement discret, donc c'est quelqu'un qui brille par une humilité assez remarquable. C'est probablement des trois prétendants actuels au trône de France, c'est de très loin le plus beau, ce qui compte mais de très loin, ce qui compte dans une période où l'image est absolument primordiale. Et dernier point important, sa mère est une Bourbon, ce qui veut dire qu'il constitue à lui tout seul, si vous voulez, tout l'héritage français est réuni dans sa personne. Donc si on voulait un jour, comme ça a l'air d'être un petit peu là, tout ça, tous les 2 ans, ça revient, et pourquoi pas une monarchie constitutionnelle, etc., etc. Il y a un livre qui vient de sortir sur ici le prochain président était un roi. Bon, ça ressort régulièrement. Alors le meilleur candidat pour une monarchie constitutionnelle en France, c'est Jean-Christophe Napoléon Bonaparte. Alors ensuite, qu'est-ce que pense la gauche du bonapartisme? Alors on va aller aux sources les plus pures, puisqu'on va interroger Karl Marx et Lénine. Donc on va pas prendre les sous-fifres et les exégètes. Donc alors Karl Marx, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, analyse le bonapartisme comme un régime autoritaire évidemment, où le pouvoir personnel s'appuie sur l'armée et la bureaucratie. Alors régime autoritaire, armée, bureaucratie, aucun rapport avec l'Union soviétique, bien sûr. Mais donc ça, c'est un reproche de Karl Marx, c'est assez drôle. Mais néanmoins, le régime tel que le voit Karl Marx, le bonapartisme se porte comme un arbitre au-dessus de la lutte des classes. C'est très transversal, il a tout à fait analysé ça, mais qui sert les intérêts de la bourgeoisie, puisque le Code civil préserve la propriété privée. Donc pour lui, Napoléon Ier et Napoléon III sont garants de la stabilité de la bourgeoisie. Alors il étend le concept de bonapartisme au-delà des Bonapartes, puisqu'il estime que la Prusse de Bismarck est bonapartiste. Lénine va reprendre cette grille de lecture en 1917, puisqu'il va accuser le gouvernement provisoire de Kerensky d'incarner un bonapartisme sans empereur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonapartisme devient un courant politique indépendant de la famille Bonaparte. On peut être bonapartiste sans être Bonaparte, puisque Bismarck est bonapartiste, Kerensky est bonapartiste, et certains vont vous dire que Sarkozy est bonapartiste, que Trump est bonapartiste, enfin voilà, n'importe qui peut devenir bonapartiste. Donc ça devient une catégorie politique universelle. Alors, bonapartisme et fascisme, puisque ça c'est quand même un vrai sujet. Donc alors pour les marxistes, le fascisme et le bonapartisme divergent absolument radicalement. Pour eux, le fascisme s'appuie sur des mouvements de masse militants, alors que le bonapartisme est un pouvoir d'arbitre autoritaire. Antonio Gramsci les regroupe sous le concept de césarisme, régime où un leader s'impose en médiateur des crises sociales. Trotsky voit 2 phases distinctes. Le bonapartisme, étape intermédiaire entre démocratie bourgeoise et fascisme, mais pas fascisme. Ça reste un autoritarisme de stabilisation, alors que le fascisme est une rupture réactionnaire qui écrase les luttes prolétariennes, ce qui n'est pas du tout le cas du bonapartisme, comme on a pu le voir avec la population ouvrière très protégée par Napoléon III. Raymond Aron, lui, a assimilé le bonapartisme à une espèce de sous-version française d'un début de commencement de fascisme. L'historien Michel Vinocq, qui est historien français bien connu, explique lui que le bonapartisme ne vise pas du tout à créer une société nouvelle, ni à restaurer des valeurs traditionnelles, donc en cela, ça n'est pas un fascisme. Il rejette totalement le racisme et le totalitarisme, il privilégie un État centralisé mais non révolutionnaire, donc en cela, c'est pas un fascisme. Et contrairement au fascisme, il s'allie aussi bien avec les forces progressistes qu'avec les forces conservatrices. Et enfin, on va donner la parole pour conclure tout ça au seul maître qui puisse être l'arbitre des élégances en termes de bonapartisme et fascisme, c'est-à-dire Joseph Staline. Donc sur la réduction ad Hitlerum qui est souvent faite sur Napoléon Bonaparte, Joseph Staline le dit très clairement, Hitler ne ressemble pas plus à Napoléon qu'un petit chat à un lion, car Napoléon combattit les forces de réaction en s'appuyant sur les forces de progrès, tandis qu'Hitler, bien au contraire, s'appuie sur les forces de réaction pour combattre les forces de progrès. Alors le bonapartisme, même autoritaire, est un héritage révolutionnaire et légaliste, là où le fascisme, évidemment, est une réaction contre les Lumières, c'est assez logique. Donc alors, bonapartisme et gaullisme, alors là, il y a évidemment beaucoup de points communs entre le bonapartisme et le gaullisme, même si l'un ne se réduit pas à l'autre. Alors ni Napoléon Ier ni De Gaulle ne revendiquèrent les termes bonapartisme pour Napoléon ou gaullisme pour De Gaulle, d'ailleurs ils ne voulaient pas en entendre parler. Néanmoins, il y a une série de piliers communs. D'abord la grandeur nationale et l'indépendance stratégique, ça c'est une obsession des deux courants. L'ordre public, bien sûr, le lien direct avec le peuple, le référendum ou le plébiscite. La protection des classes populaires face à la bourgeoisie, c'est-à-dire ce lien direct entre le chef et la population permet justement de protéger le peuple face à une élite qui pourrait avoir une tendance à souhaiter abuser un petit peu de son pouvoir, la méritocratie contre les privilèges héréditaires évidemment, et l'action sociale et la réconciliation nationale. Alors pour Pierre Rosanvallon, le politologue qu'on ne peut tout de même pas qualifier de droitard acharné, Pierre Rosanvallon. Donc Pierre Rosanvallon, pour lui, le gaullisme est un bonapartisme modernisé.
C'est simple que ça. Donc les deux mouvements incarnent une synthèse française qui mêle autorité, démocratie directe et justice sociale, et qui effectivement transcende les étiquettes. Alors maintenant, bonapartisme et trumpisme, puisque c'est tout à fait d'actualité. Après tout, Trump. Alors on est complètement à l'inverse en fait du bonapartisme, puisqu'il semblerait, c'est pas toujours évident à analyser, mais que l'entourage en tous les cas de Donald Trump soit inspiré par monsieur Nick Lang et monsieur Curtis Yarvin, qui proposent un paradoxe idéologique. Eux sont des libertariens qui proposent un État autoritaire dirigé par un PDG omnipotent, ça pourrait se rapprocher du césarisme, qui est absolument nécessaire pour créer une société libertarienne. Donc en fait, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Les Lumières sombres, les Lumières noires, c'est un truc anti-lumière. Donc c'est tout à fait antidémocratique. Ils veulent un retour à une monarchie absolue. Ils pensent qu'une monarchie absolue est le seul système qui permettra de mettre en place un ordre ultralibéral, et il faut démanteler les institutions démocratiques. Donc ça, ce serait l'inspiration de Donald Trump. Ça me paraît un peu excessif, je pense que le New York Times se fait le plaisir en sortant ça, mais bon, en tous les cas, si c'est son inspiration, on est évidemment très très loin du bonapartisme. C'est à l'opposé complètement de l'ADN du bonapartiste et des valeurs républicaines qui sont au cœur du bonapartisme. Alors, depuis, maintenant faisons un rapide petit état des lieux avant de se demander comment on peut réinventer le bonapartisme aujourd'hui. Alors, la France a été l'apothéose d'une nation démocratique fonctionnelle. Ça a été un exemple, un phare dans les années 60-70, avec un État social extraordinairement puissant. C'était un des États les plus égalitaires, et c'était une puissance forte. C'est l'époque où l'État remplissait son rôle. Le rôle de l'État, c'est de sécuriser les citoyens, de sécuriser son territoire, et de délivrer des services publics qui autorisent à chaque citoyen l'espoir, non pas infime, mais l'espoir d'une véritable méritocratie et d'une espérance de vie en bonne santé. Donc ça, c'est simplement la base de l'exercice de l'État. Alors, comme je vous l'ai présenté au début de cette conférence, on vit largement dans un héritage napoléonien en France. Napoléon Ier, Napoléon III, du Sénat à la baguette de pain, du droit de grève à la numérotation des rues. On est dans un État, dans un pays qui est très, très napoléonien. Par contre, en revanche, depuis l'arrivée, sans doute l'arrivée de François Mitterrand, mais peut-être un petit peu avant même, ça fait longtemps que la France ne suit plus une politique d'inspiration bonapartiste. Et en tous les cas gaulliste et bonapartiste, ou gaulo-bonapartiste. Alors on va constater ensemble les résultats de l'abandon de cette politique gaulo-bonapartiste sur notre pays. Donc faisons un petit état, vous le connaissez, c'est affreux, ça va être tout à fait déprimant pendant 5 minutes, mais bon. Donc on a une économie parfaitement en déclin, puisqu'on a une dette publique de 3300 milliards qui est détenue à 50% par des créanciers extérieurs. On est très dépendant de l'étranger, puisque 800 milliards d'avoirs nets en faveur des étrangers. C'est-à-dire que la France à 800 milliards est possédée par les étrangers. Vous vous rendez compte, c'est complètement délirant. Donc on est complètement aux mains d'intérêts et surtout de propriétaires étrangers, des industrialisations atroces, puisqu'on est passé de 15% à 9% du PIB depuis l'an 2000, déficit record, on l'avait dit, 169 milliards de déficit public en 2023. Le chômage, le véritable taux de chômage pour les analystes, notamment du Bureau international du travail, est plutôt à 26%, qu'à 7 ou 8%, parce que vous savez, le taux de chômage tel qu'il est exprimé aujourd'hui est un taux de chômage qui ne prend que les chômeurs de catégorie A, non pas les chômeurs de catégorie B, non pas les chômeurs de catégorie C, non pas les allocataires du RSA, et non pas les personnes tout simplement marginalisées. Donc ça, on compte pas tous ces gens-là. Si on compte tout le monde, on est à pratiquement 26% de taux d'inactivité. C'est absolument délirant. On a une précarité qui explose, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, il y en a 2 sur 10 qui vivent en insécurité alimentaire, il y a une explosion des restos du cœur et des monts de piété, 15 à 20 000 lits d'hôpital ont été fermés pendant et après le Covid, c'est absolument formidable. On s'effondre lamentablement dans les classements PISA en termes d'éducation nationale. Bon, alors le désordre public, l'insécurité, donc là, c'est tellement épouvantable que entre les fusillades, le trafic de drogue, l'affaire Lola, Cherbourg, la petite Philippine, Crépol, enfin bon, c'est tous les jours, il y a un nouveau truc qui arrive. Un entrisme islamiste et des haines intercommunautaires qui sont attisées par les extrêmes et qui font le jeu du frérisme de façon absolument épouvantable. On a des territoires en surtension, que ce soit Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, on a des émeutes urbaines de façon maintenant pratiquement saisonnière. On a un déclassement géopolitique épouvantable, on est passé de la 4e à la 8e puissance mondiale, on est humilié partout en Afrique, on a un poids diplomatique qui est devenu pouillemesque, on a un abandon complet évidemment de notre contrôle migratoire et on dépend intégralement du système énergétique européen, ce qui est évidemment une grave erreur. Nos services publics sont
largement sacrifié alors qu'on dépense encore 47% du PIB en impôts. L'âme française est un petit peu trahie puisqu'il a fallu quand même attendre, je crois qu'ils ont enfin fini par donner le nom de Samuel Paty, je crois, à une école, et encore ça reste à vérifier, des années après le martyre de Samuel Paty. Donc on est comme dans une république qui est couchée par rapport au pas de vague. Voilà, donc si vous voulez, le bilan est tout de même plus que mitigé. Donc ça, c'est vraiment, on peut le voir à partir de l'abandon d'une politique d'inspiration bonapartiste, une politique d'inspiration de grandeur, une politique d'inspiration de souveraineté populaire. Et en fait, avec méritocratie, donc comme l'écrivait Napoléon III, il faut réaliser une nouvelle extinction du paupérisme puisque la précarité commence à exploser. Alors, Jean Vionnet et Marcel Gauchet, les sociologues français que vous connaissez certainement, eux voient l'origine du mal français dans le tournement de la rigueur en 80-82, ou quand vous savez, sous François Mitterrand, quand on était à 2 doigts d'être mis sous tutelle du FMI, le FMI a clairement sorti les fusils et a expliqué, voilà, soit vous vous fondez dans l'Europe pour redevenir à peu près équilibré budgétairement, parce que vous allez avoir des règles européennes qui vont s'imposer à vous, soit vous allez avoir de sérieux problèmes. Et donc là, il y a eu toute une politique pour détruire le sentiment national, casser le récit national, pour que la nation française, la grande nation, puisse se fondre dans l'Europe, devenir un Länder allemand, devenir une province. Ça a été un long travail, notamment sur 2 thèmes, qui a été évidemment le thème de l'immigration et le thème de l'Europe, qui sont les 2 tabous qu'on ne peut absolument pas aborder depuis 1980-82, sans être ou accusé de gros taré va-t-en-guerre si vous n'êtes pas européiste, vous êtes un passéiste timbré si vous n'êtes pas pour l'Europe de Maastricht, et si vous vous permettez de dire quoi que ce soit sur l'immigration, vous êtes un infâme raciste qui devrait être cloué au pilori. Tout ça a été très bien mis en place en fabriquant évidemment SOS Racisme, le discours de libération de Canal+, BHL a beaucoup joué là-dedans, comment il s'appelle, Laurent Geoffrin, etc., etc. Donc il y a une alliance, une convergence paradoxale entre l'extrême gauche internationaliste et la droite libérale mondialiste, qui voyait avec beaucoup de bonheur toutes les deux la dilution de la nation française, qui a conduit au démantèlement de l'État-providence et de l'universalisme républicain, rendant impossible tout débat libre sur les questions essentielles, comme celle qu'on vient d'évoquer. Alors depuis le référendum trahi de 2005, il n'y a plus du tout de consultation populaire, à part une espèce de mime, une pantomime avec cette soi-disant, vous savez, là, quand le président Macron est allé faire la tournée des provinces, en faisant des grands rassemblements, mais qui n'ont jamais rien donné. Donc c'est tout à fait terminé. Il n'y a plus aucune consultation populaire depuis maintenant près de 20 ans. Le peuple s'est en grande partie détaché de la vie démocratique. On a un président qui en fait a été parfaitement légitimement élu, il n'y a aucun doute, mais qui en gros représente 27% du corps électoral. C'est un petit peu, et encore moins maintenant. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc alors la particularité du bonapartisme, c'est il n'a effectivement pas de doctrine, c'est une politique de l'action qui s'adapte à son époque. Alors il est aujourd'hui sous forme républicaine, mais son essence dans un idéal républicain modernisé, donc c'est un état de droit, évidemment, qui ne serait pas un gouvernement des juges tel qu'on commence à le connaître. Donc l'état de droit, c'est celui qui garantit l'égalité de chaque citoyen face à la loi. C'est pas celui qui donne aux juges le droit de vie et de mort sur les citoyens, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est un peu la dérive qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il exige évidemment une autorité incarnée, et méritocratique, mais alors toute autorité est toujours incarnée. Quand on est entré dans une période parlementariste en France, ça a été un échec total. La France a toujours fonctionné avec une autorité incarnée, que ce soit un président, que ce soit un roi ou un empereur. Donc c'est pas pour ça que ça en fait du césarisme. Le césarisme, c'est un despotisme qui peut être éclairé, etc., etc., mais le bonapartisme demande des chambres, demande un parlement, mais avec une primauté au pouvoir exécutif. Et évidemment, dans l'héritage napoléonien, un État au service de la grandeur collective. Alors, on va y revenir sur la grandeur collective, parce que je sais que ça fait frémir tous les démagogues de plateau télé, mais là, il faut pas avoir peur de la grandeur en France. Alors, le Pierre Rosanvallon, d'ailleurs, dira du fait que le bonapartisme est la quintessence de la culture politique française. Je vous renvoie d'ailleurs pour ça au programme de l'appel au peuple, vous le trouverez en ligne, appelauPeuple.fr, donc qui défend les 4 souverainetés, proposées par David Saforcada, le président de l'appel au peuple. Donc au XXIe siècle, le bonapartisme défend 4 souverainetés, que sont la souveraineté nationale, évidemment, la souveraineté populaire, la souveraineté économique et agricole, et la souveraineté culturelle. Donc il y a des piliers absolument intemporels du bonapartisme, modernité, progrès social, bien sûr, volonté de grandeur. Alors la volonté de grandeur, à nouveau,
il faut pas s'inquiéter de volonté de grandeur. Il faut pas avoir envie de raser le château de Versailles sous prétexte que ça va donner aux Français des volontés de grandeur. La volonté de grandeur française, ça n'est pas la volonté de grandeur prussienne. Ça nous donne pas immédiatement envie d'envahir l'Ukraine ou la Pologne. Donc la volonté de grandeur française, c'est une volonté plutôt d'émancipation et de rayonnement. La volonté de grandeur française, c'est le Code civil dans 70 pays. Rappelez-vous que Napoléon Ier n'a jamais déclaré la guerre. Il ne l'a fait qu'une seule fois, c'était avec la Russie. Il n'a jamais déclaré la guerre, il a toujours été attaqué. Donc il faut pas avoir peur de la grandeur française, parce que le projet de grandeur, et le général de Gaulle le dit très bien, il y a un pacte absolument millénaire et indéfectible entre la France et la grandeur. Pourquoi ? Parce que la grandeur, c'est ce qui crée un projet commun. C'est ce qui rassemble tous les Français. C'est ça, cette réconciliation nationale. D'ailleurs, ce projet de grandeur nationale, donc en offrant des projets, la conquête spatiale, le TGV, le plan mathématique à l'époque de De Gaulle. Maintenant, il faudrait réinventer tout ça. On va y arriver très rapidement. Des projets de grandeur qui permettent de rassembler, de grandir et d'unir tout le monde derrière un projet commun. Donc sans ça, on a un peu de mal à faire nation. Alors égalité et méritocratie, bien sûr, via l'instruction publique. Donc là, il faut impérativement renouveler l'instruction publique. Souveraineté nationale et populaire pour la défense des intérêts de la France en priorité, bien sûr. Un État qui est garant de l'ordre et des lois et le goût du risque. Le bonapartisme est un goût du risque. Alors après ces longs développements sur l'apparition, l'héritage du bonapartisme, il y a quand même deux questions essentielles auxquelles je n'ai pas encore répondu. La première, c'est aujourd'hui qui ou quelle formation politique incarne encore le courant bonapartiste ? Et enfin, quel serait un programme d'action bonapartiste aujourd'hui en France ? Alors quels héritiers pour le bonapartisme aujourd'hui ? Alors indiscutablement, les dernières incarnations ont été, de mon point de vue, mais je pense que vous allez partager ce point de vue, ont été le général de Gaulle et Philippe Séguin. Ça me paraît difficilement discutable. Mais depuis Séguin, vous pouvez assez immédiatement écarter toute formation, toute personnalité politique qui est attachée à la construction européenne, maastrichtienne, fédéraliste, supranationale que nous connaissons. Le bonapartisme n'est pas du tout anti-européen. L'idée de construction européenne est une idée napoléonienne. Sous Napoléon Ier, ça s'appelait la Grande Nation. Sous Napoléon III, ça s'est appelé l'Union latine. Donc les deux Napoléons ont voulu une construction européenne, simplement certainement pas celle qui est de la dérive fédéraliste et en fait supranationale qu'on connaît aujourd'hui, avec une commission qui n'est absolument pas démocratique. Une fois de plus, le bonapartisme, par essence, est démocratique puisqu'il appelle une consultation directe en suffrage universel de la population. Est-ce que Madame von der Leyen a jamais lancé un référendum pour vous demander votre avis ? Jamais. Donc, c'est absolument anti-bonapartiste, la construction européenne aujourd'hui. Alors, ça n'est pas pour ça que le bonapartisme est un souverainisme acharné, caricatural, qui bondit en faisant Frexit. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, si on est un peu réaliste, je peux conçois que le terme Frexit ait pu connaître un certain succès, le Brexit aussi, mais bon. Aujourd'hui, si la France quitte l'Europe, la théorie selon laquelle l'Europe s'effondre est totalement fausse. La France quitte l'Europe, vous allez toujours avoir l'axe nordique et l'axe de l'ancienne Lotharingie, en gros, c'est-à-dire quelques pays scandinaves, mais surtout la Hollande, l'Allemagne et l'Italie, notamment l'Italie du Nord, ce qu'on appelle la banane bleue, c'est-à-dire toute la zone de développement économique européenne qui a toujours été là. La France se détache de ça. Vous rendez un service formidable à des gens qui nous détestent, notamment les Allemands qui se sont toujours moqués de nous en disant « Ah, la grande nation !» Et donc ils se foutent de nous matin, midi et soir. Les Hollandais n'ont pas En fait, personne n'aime vraiment la France, n'a pas d'amis. Ça, c'est un fait. Et si jamais la France se détache, ils nous finiront à coups de tibia dans le caisson. Je vous préviens. Parce que ça ne détruira pas la Commission européenne. Elle sera toujours là. Et Ursula von der Leyen se fera un plaisir absolument immense d'achever la France au sol. Donc, quitter la France avec un Frexit sec, alors qu'on a 27 pays qui, eux, très bien, il n'y a plus de France. Bon, et alors, il y a toujours une Commission européenne. Donc, on va dépecer la France. On va se la manger en petits morceaux, ça va pas être très très grave. Avec une dette de 3 300 milliards en euros, c'est un suicide économique absolu. Alors, la dette de 3 300 milliards a évidemment été creusée à dessein, puisque on va y venir tout de suite sur les personnalités bonapartistes. Il y a évidemment une politique depuis 2017 pour rendre irréversible la dilution de la France comme nation et comme État au sein d'un ensemble européen plus vaste, et notamment par un creusement de la dette aussi gigantesque. Donc, le bonapartisme est évidemment totalement opposé à toute formation qui serait, par exemple, comme Raphaël Glucksmann, qui là, on est vraiment à l'opposé du bonapartisme, puisque lui, vraiment veut une Europe fédérale, une dilution fédéraliste, il le dit clairement, il est tout à fait clair là-dessus.
Ça, c'est tout à fait à l'opposé de la vision gaulo-bonapartiste, puisque là, nous sommes pour une construction européenne qui serait une Europe des nations. Ça n'est pas du tout la même chose. Alors, avec des coopérations ciblées et un refus d'une subordination à évidemment tout protecteur, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne. Le modèle est très simple. C'est que avoir des alliés, évidemment, avoir un protecteur, certainement pas, et être un vassal, il n'en est pas question. Donc ça, c'est bien sûr la logique gaulo-bonapartiste. Donc une Europe puissance respectueuse des souverainetés, qui soit loin des germano-servilités et des atlantismes bêlants, voilà, alliés mais jamais vassal. Donc je vais arrêter mon développement sur l'Union européenne, vous aurez compris que telle qu'elle se déploie, ça ne me convient pas. En revanche, la construction européenne est absolument la meilleure idée qu'on ait eue depuis des siècles. Il faut absolument cette construction européenne. Alors vous pouvez aussi évacuer les extrêmes de droite et de gauche, les anti-républicains, les anti-démocrates, le bonapartisme contemporain, et dans un arc, en fait, si on doit absolument le placer, qui va, en gros, du centre droit à la gauche jacobine, en quelque sorte. Le journaliste Alain Duhamel, à de nombreuses reprises, a vu dans Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron des réincarnations de Napoléon Bonaparte. Alors, en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, qui a absolument ignoré le résultat du référendum de 2005 pour accélérer notre entrée dans l'Union européenne fédérale, qui s'est rué sans aucune contrepartie dans le commandement intégré de l'OTAN et qui voulait intégrer le principe de précaution, ce qui est l'opposé de la notion de risque dans la Constitution française. On est à l'opposé radical d'une pensée gaulo-bonapartiste. Il peut être tout à fait plein d'énergie, il peut être tout ce que vous voudrez, mais c'est pas parce qu'il est plein d'énergie qu'il est la réincarnation de Bonaparte. Sinon, n'importe quel footballeur serait la réincarnation de Bonaparte. Donc n'importe quel gamin de 16 ans serait la réincarnation de Bonaparte. Non, il n'est évidemment dans sa politique pas bonapartiste du tout. Monsieur Emmanuel Macron, qui est aussi comparé à Bonaparte à de nombreuses reprises, est beaucoup plus proche évidemment de Louis-Philippe dans le sens où sa politique est plus la mise en place, en tous les cas, de laisser la mise en place, pas forcément, en la favorisant tout de même un peu, d'une oligarchie financière, ce à quoi s'était toujours opposé Napoléon Ier et Napoléon III. Il n'empêchait pas la mise en place de cette oligarchie, mais il l'a contrôlée. La conviction évidemment du président Macron est sans doute que la France est finie et qu'il faut l'intégrer dans un ensemble plus grand, l'Union européenne, et donc toute sa politique va dans ce sens. C'est ce qu'on se disait, le fait d'aggraver la dette en euros pour rendre tout ça absolument irréversible. Donc Emmanuel Macron lui aussi n'est pas du tout dans une logique gaulo-bonapartiste. Alors pour ceux qui se posent la question sur Éric Zemmour, de mon humble point de vue, Éric Zemmour n'est absolument pas bonapartiste. Il aime beaucoup Napoléon, il aime beaucoup, ça c'est pas interdit d'être un peu napoléonien, mais il a un parti pris qui est clairement racialiste. Et ça va pas du tout avec le bonapartisme, puisque le bonapartisme c'est une méritocratie chimiquement pure. On se fiche complètement de savoir quelle est votre religion, votre genre ou votre origine. À partir du moment où vous servez l'État ou vous servez la communauté de façon utile, vous êtes évidemment pleinement français. Donc là-dessus Zemmour s'éloigne vraiment de l'esprit bonapartiste. Alors qu'est-ce qui reste comme formation politique aujourd'hui? Évidemment l'appel au peuple de David Sarfurcada, ça bien sûr, c'est la formation la plus bonapartiste aujourd'hui. Je pense qu'on peut y inclure également République souveraine de Georges Kuzmanovic, qui est d'inspiration plus à gauche, Debout la France de Dupont-Aignan, à des relents très gaulo-bonapartistes, l'UPR de François Asselineau, alors modulo son obsession frexitaire, évidemment, là je pense que c'est un peu dangereux, cette obsession frexitaire, mais c'est une marque qu'il a déposée, donc je comprends qu'il la défende. Et comme personnalité, moi je vois plus que Henri Guénaud et Jean-Pierre Chevènement. Donc, on est dans un axe, en ce qui concerne le bonapartisme, centre-droit, inspiré par une volonté de grandeur, à nouveau, la grandeur vécue comme un projet qui rassemble, qui dépasse et qui unit, et non pas dans un gouvernement qui serait résigné à une gestion de faillite ou à un effacement du pays, comme on a un peu l'impression de le voir. Pour vous donner un exemple d'efficacité bonapartiste, quand Napoléon Ier arrive au pouvoir comme consul en 1799, il reste 160 000 francs dans les caisses, de quoi tenir une grosse matinée. Il va nommer immédiatement son ministre des Finances, qui va rétablir la situation en 6 mois. Monsieur Bruno Le Maire, en 7 ans, n'a fait que creuser le déficit, détruire... On est vraiment à l'opposé d'une logique bonapartiste aujourd'hui. Donc alors, quel plan d'action dans une logique bonapartiste aujourd'hui? Évidemment, la première chose à faire, c'est ce qu'a toujours mis en avant Louis-Napoléon Bonaparte, c'est qu'il faut commencer par établir l'ordre sur l'ensemble du territoire. Un pays qui si vous n'êtes pas en sécurité, comment voulez-vous vous développer, comment voulez-vous vous épanouir? Donc il faut mettre fin aux impunités réelles ou perçues. Donc pour ça, il y a toute une série de mesures qui sont régulièrement proposées, évidemment, la police de proximité, réarmement judiciaire, restauration de l'autorité à l'école, responsabilisation pénale des parents, lutte radicale contre les réseaux criminels et les trafics. Autant de choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire, mais qu'il faudrait déjà faire
parce qu'on le dit beaucoup, puis on le fait pas. Tolérance zéro dans les zones de non-droit, ouverture de 40 000 places de prison, réouverture des QHS. Je vous rappelle que c'est M. Sarkozy qui a fermé les QHS, c'est M. Sarkozy qui a enlevé la police de proximité, c'est M. Sarkozy qui a enlevé la direction des renseignements généraux. Donc, comme bonapartiste, on a trouvé mieux. Il faut évidemment que les forces de l'ordre bénéficient automatiquement d'un droit d'une présomption de légitime défense. Il faut à côté de ça, une fois en rétablissant l'ordre sur l'ensemble du territoire, hein, c'est aussi bien dans les territoires d'outre-mer que la métropole. Il faut bien sûr, alors là, un redressement économique qui commence par l'énergie. On a un avantage comparatif qui est évident, qui est le nucléaire, qui a été largement saboté par évidemment des ingérences étrangères de toutes origines, hein, que ce soit russe, allemand, américain, enfin de toutes les façons. Le fait que la France soit aussi indépendante nucléairement plaisait en gros à personne. Donc ils s'y sont mis à plusieurs, et une partie des élites françaises, partie des dirigeants français, a copieusement coopéré, soit de façon tout à fait active, soit comme idiot utile du démantèlement. Je vous renvoie à Dominique Voynet et ses grands éclats de rire quand elle expliquait qu'elle avait fait une blague à François Hollande pour faire sortir le nucléaire des énergies vertes, enfin bref, de foutre en l'air le développement nucléaire français. Bon, super phénix, hein, c'est M. Jospin, rappelez-vous. Il faut évidemment une réforme fiscale pro-croissant. Il faut sortir, bien sûr, du marché européen de l'énergie. Si on sort du marché européen de l'énergie, 50 € le mégawattheure, c'est quelque chose qu'on pourrait atteindre très rapidement. C'est inexplicable qu'on soit encore dans le marché européen de l'énergie. Il y a quelque chose de plus que douteux derrière tout ça. Aujourd'hui, on paye plus de 150 €, je crois, le mégawattheure. Ça n'a aucune justification. Donc, c'est même pas dans les traités, le marché européen de l'énergie. Hein. Donc, on peut en sortir par une simple décision. Je crois que l'Espagne l'a fait. Il y a un truc très, très, très douteux là derrière, et je sais pas pourquoi les journalistes font pas un travail plus clair là-dessus. Alors, évidemment, il faut un régime fiscal qui soit plutôt pro-croissance. C'est toujours évidemment très très difficile, mais avec une pression fiscale de 47% pour aucun résultat, il faudrait peut-être rétablir réarbitrer un petit peu les pressions fiscales. Il faut un retour à la souveraineté agroalimentaire, un retour à la souveraineté numérique aussi. Ça n'est pas absolument pas impossible. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans les technologies, et ça fait 5 ou 7 ans que je travaille dans les technologies numériques de cloud, et maintenant dit d'intelligence artificielle. La souveraineté numérique, ça n'est pas du tout inatteignable. Ça n'est pas parce que on n'a pas Google, qu'on n'a pas Microsoft et qu'on n'a pas Oracle ou VMware, qu'on n'est pas capable d'avoir une souveraineté numérique. On pourrait l'avoir, c'est une question de volonté. Évidemment, dans les leviers de puissance, il y a bien sûr notre territoire ultramarin. Donc là, moi, il y a un élément qui m'inquiète beaucoup, et je pense qu'un bonapartiste au XXIe siècle se doit de défendre les territoires ultramarins français, puisque c'est notre dernier levier de puissance. Hein. C'est ces incroyables ressources halieutiques qu'on pourrait exploiter, utiliser à des fins médicales, à des fins de transition écologique, à des fins d'énergie, il y a des choses absolument magiques à faire sur le domaine maritime français. Il faut renouer un pacte social et de cohésion nationale. Donc là, revenir enfin à la base de ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire le vote, donc les référendums. Donc moi je suis favorable au référendum d'initiative présidentielle, tout comme je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne. Je pense qu'il faut évidemment une tolérance zéro contre les communautarismes, et en particulier, il y en a deux, moi, qui m'inquiètent. Il y en a un qui est absolument visible, dont tout le monde parle, qui est devenu d'ailleurs un fonds de commerce, malheureusement, ce qui fait que on s'en occupe pas vraiment efficacement, c'est l'entrisme islamiste. Donc là, on perd du temps sur cette histoire de voile. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les écoles, de ce qui se passe à la RATP, de ce qui se passe. Donc c'est assez bien fait, je dois dire, en termes de diversion, ça marche toujours aussi bien. Il y a un autre entrisme qui est un peu moins visible, mais qui risque à un moment ou à un autre de nous poser problème, c'est l'entrisme des évangéliques. Donc là, c'est qui est de l'autre côté du spectre. Hein, c'est une version un peu sectataire de l'évangélisme et du protestantisme américain, qui est en train de se surdévelopper dans toute l'Europe. Hein. C'est quelque chose, et c'est très brutal. Hein, quand vous regardez un petit peu le dogme évangélique ou évangéliste, je sais plus lequel des deux. Enfin, il faut pas se tromper. Vous savez, ce que musulman ou islamiste, faut pas se gourer, parce que sinon, effectivement, faut éviter. Les protestants américains ne sont pas tous des évangéliques, on va dire, et les évangéliques, en revanche, sont quand même assez inquiétants. Ils sont en train d'exploser. Alors, souveraineté, pour ce qui est de l'Europe des nations, moi, ça me paraît absolument indispensable. Alors, effectivement, il y a toujours ce sujet de, mais alors, si on sort pas de l'Europe, on fait comment, etc., etc. Bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté de le faire. Donc, dans tout le spectre politique qui nous est proposé, que ce soit au Parlement ou dans les ministères ou à la présidence, que ce soit pour 2027 ou non, il n'y a pas un seul
qui propose de sérieusement étudier la possibilité d'une sortie et de casser la Commission européenne pour réinventer une construction européenne différente. Absolument personne. Ça pourrait se faire de façon concertée avec 2 ou 3 autres pays, avec par exemple, je sais pas, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, par exemple, avec un accord euro-méditerranéen qui embarquerait la Tunisie, le Maroc et, espérons-le un jour, l'Algérie, quand on aura réussi à retrouver un rapport apaisé avec l'Algérie. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se faire. En tous les cas, il faut mettre un terme à cette dérive fédéraliste européenne. Pour ça, il y a une façon très simple en France d'arrêter la dérive fédéraliste sans sortir des traités. C'est une proposition d'Henri Guénaud, qui est une proposition qui est très bonne. C'est de modifier l'article 55 de la Constitution française. Vous savez, c'est celui qui établit la hiérarchie des normes. Donc la loi est en dessous de la directive, qui est en dessous de la qui est en dessous du traité. Bon. Donc vous changez cet article 55 de la Constitution française, vous y affirmez la supériorité de la loi française sur la loi européenne. Donc, s'il y a une directive européenne qui ne plaît pas du tout au peuple français ou handicape au hasard les agriculteurs français, par exemple, il peut y avoir un référendum d'initiative citoyenne qui permette de faire voter une loi qui annule cette directive européenne. Donc là, effectivement, ça met complètement en jeu toute la logique de construction européenne de Maastricht. Donc ça me paraît une façon institutionnelle intelligente de le faire. Il faut une diplomatie absolument offensive. Là, je suis pour un pacte de co-développement avec l'Afrique, notamment créer une banque franco-africaine de développement qui soit dirigée et financée à parité pour des projets agriculturels, d'agriculture et des projets numériques. Ça, ce serait une bonne chose. On pourrait, avec l'Union africaine, faire une ligne à très grande vitesse de train entre Abidjan et Djibouti. Il nous reste plus que la Côte d'Ivoire comme pays africain qui nous aime bien. Donc, pourquoi pas Abidjan, Djibouti, profitons-en, qui serait le symbole d'une nouvelle coopération. On devrait pouvoir se poser comme médiateur neutre sur le conflit du Moyen-Orient, mais ça me paraît extrêmement difficile parce qu'avec un spectre politique qui agite les haines recuites, le Free Gaza, et puis ensuite attention à l'antisémitisme. Donc c'est très très difficile d'avoir un rôle là-dessus qui est neutre à cause de la politique interne française. Donc il faut réussir à calmer un peu tout ça. Je pense que certaines hyper-agitations et certaines hyper-provocations devraient être tout de même arrêtées, notamment du côté de la France insoumise, évidemment, mais pas uniquement. Je pense qu'évidemment l'axe pour moi de développement d'avenir, c'est l'Indo-Pacifique. Mais pour ça, il faut qu'on conserve nos territoires d'outre-mer. Donc, il y a manifestement une volonté de nous en faire, de nous en débarrasser. On crée des problèmes à Mayotte, on crée des problèmes en Nouvelle-Calédonie. On va vous expliquer qu'en fait, c'est des vieux remugles colonialistes, alors que ça n'est pas le cas. Ce ne sont pas des remugles colonialistes. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu, je crois, 4 référendums depuis les années 80, où les 4 référendums, on a même changé la base électorale pour être tout à fait sûr que ce sont les natifs et les occupants de Nouvelle-Calédonie depuis suffisamment longtemps, donc ceux qui sont chez eux, qui s'expriment. Et les 4 référendums, de façon massive, ont systématiquement dit non, on est français. Donc ça, c'est pas du néocolonialisme, monsieur Apathy. C'est la voix du peuple qui décide que, alors maintenant, on peut ne pas respecter la voix majoritaire, mais dans ces cas-là, on peut plus faire de démocratie. Si la majorité a dit on veut rester français et qu'il y a quelques indépendantistes qui disent ouais, mais moi je suis pas d'accord, mon Dieu, dans ces cas-là, je sais pas, en Nouvelle-Zélande. Et donc ça, le territoire ultramarin français n'est pas colonial du tout. Tout le territoire ultramarin français a été repassé par le tamis des référendums depuis la fameuse crise des indépendances. Donc tout notre territoire ultramarin est parfaitement légitime, mais il y a manifestement une volonté de nous en débarrasser, sans doute, pour faciliter la dilution dans l'Union européenne. Alors il y a notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, évidemment, pour être utilisé pour favoriser notre politique africaine, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour aider les pays africains, et non pas pour le partager avec l'Allemagne. Je vois pas bien l'intérêt de le partager avec l'Allemagne. Mais en revanche, en utilisant ça pour aider les pays africains, on va redonner une utilité à la France. Évidemment, un sursaut culturel et linguistique, la francophonie économique me semble s'imposer. Il faut lancer un visa talent francophone, il faut imposer le français comme langue obligatoire dans les contrats avec l'Afrique, il faut développer un espace économique de la francophonie. Vous savez que la francophonie, qui compte 88 pays, a un taux de croissance moyen de 7%. Donc c'est peut-être pas idiot et la francophonie n'a rien à voir avec du colonialisme. Ça n'a pas été fondé par la France. La francophonie, ça a été fondé par la Côte d'Ivoire, le Cambodge et, je vais vous dire une bêtise, mais c'est 3 pays. Donc il y avait Léopold Sédar Senghor et le prince Norodom Sihanouk, qui ont voulu fonder pour faire toute une alliance de pays non alignés, justement. Donc la francophonie, c'est l'exact opposé d'un mouvement néocolonial. Donc on a des pudeurs de gazelle par rapport à ça.
Alors évidemment, l'autonomie stratégique, une force humanitaire d'urgence. Moi, je suis très partisan d'un nouveau partenariat avec l'Algérie, parce que je pense que si on arrivait à s'atteler à l'Algérie, ça nous donnerait tout de même une profondeur absolument formidable, d'autant qu'en plus, ils ont des ressources qui sont presque infinies, et une population algérienne qui n'est pas du tout anti-française. Il ne faut pas confondre la population algérienne d'Algérie. Je ne vous parle pas du phénomène très français de ce qu'on appelle les racailles, qui eux sont anti-français, ça de fait, parce qu'ils ont été dressés à ça. Donc on les a formés à l'anti-France. Les Algériens d'Algérie ne sont absolument pas anti-français. Le gouvernement algérien utilise, ça semble manifeste, le totem mémoriel régulièrement pour les questions de politique interne, mais la population algérienne, dans son immense majorité, d'après tous les témoignages de tous les ou journalistes ou passionnés de l'endroit, non, il n'y a pas du tout de sentiment anti-français en Algérie. Donc il y a peut-être moyen de recréer quelque chose. Bon, bref. Donc en tous les cas, la modernité associée au progrès social, donc comme je vous l'ai dit, le souci constant de l'instruction publique, la défense acharnée des intérêts nationaux et de la souveraineté nationale, le respect de l'ordre, des lois, de l'égalité et de la souveraineté populaire, le goût du risque, la réconciliation nationale, sont dans le génome bonapartiste. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est à cela que devrait servir une restauration de nos systèmes scolaires, puisque la promotion des meilleurs va systématiquement être dans l'intérêt de tous. Donc il faut à nouveau un système, je pense, très sélectif dans les écoles. En tous les cas, de Clovis à De Gaulle, il y a une synthèse de l'esprit politique français qui est un équilibre délicat entre un État-providence qui existait déjà à l'époque de Saint-Louis de Charlemagne, et pour protéger tous les citoyens tout en favorisant la méritocratie et la promotion d'initiatives privées. C'est assez compliqué, mais cet idéal a été atteint sur le Premier et sur le Second Empire, ainsi qu'au début de la Ve République. Donc, comme nous l'avons vu, le bonapartisme n'est pas une doctrine, mais c'est avant tout, à mon sens, un état d'esprit, un comportement. C'est un objectif de dignité personnelle et de construction de soi. C'est un désir d'action et de panache, d'aventure. C'est une envie de faire de sa vie un destin et de ce destin une épopée. Ça, c'est vraiment la leçon du Premier Empire. Tout était possible. À titre politique, évidemment, le goût de l'ordre, de la souveraineté nationale, comme on se dit à de nombreuses reprises, le sens du service et de l'intérêt général, le goût de la grandeur française, qui est absolument essentiel pour créer un projet commun. Donc, je pense que les solutions apportées par Napoléon Ier et Napoléon III, notamment cet esprit bonapartiste qui a présidé aux différentes reconstructions françaises, que ce soit après la Révolution, même après Sedan, la Troisième République était en fait assez largement présidentielle. Elle a pris un tour parlementarisme, elle était en fait assez largement présidentielle. Et après, De Gaulle a toujours été présidé et gouverné par un esprit bonapartiste. Donc la reconstruction, la modernisation, l'accélération et le retour à la puissance a toujours été gouverné par un esprit bonapartiste. Depuis qu'on a abandonné cet esprit, il s'avère qu'on a perdu beaucoup de choses. Alors l'esprit en question, c'est tout simplement que le peuple, et c'est lui le souverain, est-ce qu'on l'aurait oublié, que l'essence de la République, pour ceux qui se réclament républicains, c'est la souveraineté populaire, donc à nouveau le peuple, que comment peut-on être la souveraineté populaire s'exprime bien sûr par le référendum et par le vote. Comment peut-on être républicain et abandonner cette souveraineté populaire? Comment peut-on être républicain et donc abandonner l'expression de la souveraineté populaire par le référendum, par le vote? Donc en gros, je vous pose la question, comment peut-on être républicain sans être bonapartiste? Voilà.